On était sur la glace, peut-être 10, 15, 20 garçons qui jouaient avec une rondelle. On n'avait jamais joué pour une équipe. C'est là qu'on commençait à apprendre à manipuler une rondelle. Et d'année en année, bien, j'ai joué là, dans différentes catégories, mais en général, j'ai toujours joué du hockey avec des plus vieux que moi. Fils aîné d'Alice et d'Onésime Richard, Maurice est né le 4 août 1921. Parti de leur Gaspésie natale, ses parents se sont installés à Montréal, dans le quartier Nouveau-Bordeaux, où Maurice a vécu ses plus beaux souvenirs d'enfance. J'ai été à l'école Saint-François-de-Laval jusqu'en 7e ou 8e année dans le temps. Et après ça, j'ai suivi un cours de mécanicien à l'école technique. Par contre, à ma deuxième année, il a fallu que l'âge de jouer, quand j'avais demandé au principal si je pouvais aller pratiquer avec le Club Verdun, j'avais demandé des congés certains après-midi ou certains matins. Et le principal n'avait pas voulu. Mais j'avais joué l'année d'avant, ma première année d'école technique. Je jouais avec 5 équipes différentes. Je jouais avec l'école technique. Je jouais au Parc La Fontaine juvénile. Oui. Je jouais junior B à La Chienne. Et le junior B aussi, junior B, une équipe amateur à Bordeaux. J'avais essayé de jouer pour Verdun Junior et jouer dans des équipes junior A, mais par contre, la ville de Montréal m'en avait empêché parce que au Parc La Fontaine, je jouais sur le nom de Maurice Rochon et à Verdun, je jouais sur le nom de Maurice Séchard. Alors, je ne pouvais pas faire ça. C'était à mes débuts à l'école technique, bien entendu. J'avais rencontré un garçon qui était à l'école avec moi, qui m'avait vu jouer pour l'école technique. Et c'est là qu'il a débuté, qui m'a fait l'invitation d'aller jouer avec son équipe au Parc La Fontaine, j'imagine. Et puis, comme tu sais, un peu plus tard, c'est devenu mon beau-frère. Ouais. Georges Norchet m'avait demandé d'aller jouer pour lui au Parc La Fontaine. Après ça, bien, c'est là que j'ai connu ma femme aujourd'hui, Lucille. J'ai joué au Parc La Fontaine, je jouais à l'école technique. Et là a débuté ma carrière dans le hockey organisé. C'est mon beau-frère, bien entendu, qui m'encourageait à continuer, à aller m'essayer avec les juniors. Mais même à l'entraînement avec le junior, j'ai fait l'équipe, j'ai signé un contrat junior et j'ai joué régulièrement. Il y a un joueur qui a été blessé à la fin de la saison, il est remplacé. Là, j'ai joué toutes les parties de détail, qui étaient 2-3 séries contre différentes équipes d'Ontario. Nous nous sommes rendus jusqu'en finale contre le club Oshawa. Bien, du junior au senior, c'était mon coach, qui était Arthur Terrien dans le temps, qui pensait que j'avais une bonne chance de pouvoir jouer senior. Alors, j'ai été pratiqué avec le Canadien senior, j'ai fait l'équipe. Avec le Canadien senior, j'ai joué seulement qu'une partie. À ma première partie de la saison, je me suis fracturé une cheville. Alors, je n'ai pas joué le restant de la saison. Allez, jusqu'après, un peu après les fêtes, j'ai joué un peu vers la fin de la saison. Et là, j'ai joué le play-off, le détail. Non, je pense que c'était fait battre par Cornwall ou une autre équipe. Est-ce que tu ne trouvais pas ça dur, justement, d'avoir été blessé dès le départ, alors que toi, qui étais habitué de jouer tellement de matchs d'une saison, tu jouais sur toutes sortes de noms, et là, être blessé et tomber vraiment inactif, j'imagine que... Ben, c'était dur pour moi. J'aimais tellement le hockey que d'être blessé, je pensais jamais que j'étais pour revenir l'année suivante et avoir une chance de jouer encore. Je suis revenu, j'ai joué... J'ai fait encore l'équipe canadienne senior, qui était dans la Ligue senior. Ouais. J'ai joué peut-être 11 ou 12 parties. Je me suis fracturé un poignet. Alors, encore là, j'ai manqué une partie de la saison. Et j'ai été dans les playoffs à la fin d'année, à ma deuxième saison. Ouais. Alors, j'ai presque pas joué de hockey dans 2 ans de suite. 2 ans, presque. Et encore là, Tommy Gorman m'a fait signer un contrat de 2 ans. Avec un bonus, bien entendu. C'était combien? À mes débuts, c'était 5 000 plus un bonus de 1 000 pour 2 ans. Mais en 1942, je suis allé à Longueuil, j'ai passé des examens, je venais de me casser les 2 chevilles, j'avais les chevilles enflées. À chaque fois que je patinais, j'avais mal aux chevilles, bien entendu. Alors, ils m'ont donné un papier comme quoi j'étais exempt pour l'armée pour un certain nombre d'années. C'est cette année-là que j'ai fait le club canadien. Alors, en 1942, j'ai signé un contrat professionnel. C'est cette année-là, bien entendu, que je me suis marié en 1942, le 12 septembre. Ils se sont rencontrés chez sa mère, Mme Norchet. Et puis, il allait à l'école technique. Ils se sont rencontrés avec ses frères à Lucille, à la maison, chez lui. C'est sa future femme, c'était supposé.
Maurice a toujours accordé une grande importance aux valeurs familiales. Il a d'ailleurs choisi son célèbre numéro 9 en tenant compte d'un événement heureux qui s'est produit dans sa famille en 1943. Cette année-là, au camp d'entraînement, on jouait des petites exhibitions avant le début de la saison. Et avant ça, je portais le numéro 15. Et cette année-là, à l'entraînement, on avait joué une partie à Cornwall, puis j'avais compté 3 buts ce soir-là. Puis le même soir, ma femme avait donné naissance à une fille d'un Olive. Et justement, le gars qui portait le numéro 9 a été congédié ou remercié de ses services. Alors, c'est là que Dick Irvin m'a demandé si je voulais avoir le numéro 9. J'ai dit certainement. Ma femme m'a donné naissance à une fille d'un Olive, alors je vais porter le numéro 9. Ça m'a porté chance. La chance. Il fallait beaucoup plus que de la chance pour connaître une aussi bonne première saison avec ce numéro. Lors des exercices, Maurice s'entraîne avec tant d'ardeur et d'intensité que c'est un de ses propres coéquipiers, Ray Gatliff, qui lui donne son célèbre surnom, le Rocket. Un surnom qui s'appuyait non seulement sur un style de jeu unique, imprévisible et explosif, mais également sur des performances et des statistiques jusque-là jamais vues. Malgré une blessure à une épaule qui lui fait rater plusieurs matchs et le fait qu'il est encore incommodé par des chevilles endolories, Maurice Richard continue de lutter courageusement tout au long de la saison 1943-44. L'entraîneur Dick Irvin a été inquiété par la fragilité physique de Maurice à ses débuts, mais il n'a jamais perdu confiance en lui. En faisant le tour de ses effectifs, Irvin découvre la solution qui allait lui permettre d'exploiter son immense talent. Irvin réunit Maurice, Toe Blake et Elmer Lack. Le 31 décembre 1943, Maurice obtient le premier tour du chapeau de sa fabuleuse carrière. Malgré les blessures, il termine la saison avec 32 buts, y compris 23 au cours des 22 dernières parties régulières. Maurice, Lack et Blake forment un trio exceptionnel, la Punchline. Mais c'est du rock dont on parle le plus, pour faire oublier les horreurs de la Deuxième Grande Guerre. Maurice, c'était à l'époque, parce qu'il faut se replacer dans le contexte de l'époque, dans le contexte économique et politique de l'époque. C'était une période très difficile. Les années 40, les années 50, c'était l'après-guerre, il y avait eu la guerre et tout ça. Et le peuple québécois avait besoin d'un héros. Ce héros, c'était Maurice Richard, mais Maurice avait aussi le sien. Toe Blake avait été une de mes idoles parce que, en réalité, c'est une chose que bien des gens ou le public ne sait pas, que j'avais jamais vu jouer le club canadien des parties régulières. Quand j'étais junior, les Canadiens seniors, on avait pratiqué souvent contre les Canadiens. Et Toe Blake était là. C'est le joueur qui m'avait impressionné le plus, c'est le joueur que j'avais aimé le plus sur la glace. Alors, c'était un de mes joueurs favoris quand j'ai fait l'équipe canadienne. Aidé par Blake, la saison suivante, en 1944-45, Maurice s'incruste solidement dans la légende. Il réalise alors un exploit comparable aux 60 circuits de Babe Ruth. Je dois dire que cette année-là, j'avais été assez chanceux parce que je jouais, comme je disais tout à l'heure, avec un bon temps et avec Toe Blake. Et on avait une bonne équipe. On avait une équipe qui travaillait, qui jouait ensemble. Et on avait un esprit d'équipe pas mal fort. Là. Alors, ça m'a aidé beaucoup. Mais par contre, cette année-là, j'avais joué avec une blessure. J'avais eu un mauvais genou, j'avais été blessé à un genou, j'avais eu des cartilages étirés. À tous les parties, j'étais obligé de me faire un stapage de genoux pour pas que ça me fasse trop mal. Pour bien le tenir. Et bien des fois, je tombais sur la glace, quelqu'un me frappait, je débarquais de la glace parce que ça me faisait trop mal patiner. Après une minute ou deux, je rembarquais, tout était en bonne forme. Alors, j'ai joué avec ça pendant toute la saison. C'était cette année-là que j'avais compté 52. Un des plus beaux souvenirs du Rocket dans cette année de gloire fut ce match de 5 buts contre les Leafs de Toronto. Oui, je me rappelle ce soir-là. On m'en rappelle longtemps. Les 5 buts viennent. Dire franchement, ce soir-là, ça peut être une de mes meilleures parties que j'ai jouées. C'était 5 buts, oui. C'était des beaux buts, mais j'avais eu peut-être 6 ou 7 chances d'arriver, pas seul, mais de lancer. Moi, j'avais eu 6 ou 7 lancés ce soir-là. Ouais. J'avais compté 5 buts. Tout marchait bien ce soir-là. Il y a des soirs comme ça qui... Tout ce que vous faisiez, c'est bon. parfait. J'avais pris une rondelle au centre de la glace ou aller à notre propre ligne bleue. J'avais contourné quelques joueurs au centre. J'avais été faire le tour des joueurs de défense. Je n'étais pas capable de m'en aller vis-à-vis des buts. Mais je m'étais en allé dans le coin. J'étais revenu devant les buts. C'est là que j'avais compté un but gagnant. Maurice a apprécié ses exploits individuels, mais aucun ne l'a plus ému que sa première conquête de la Coupe Stanley. Oui, je me rappelle d'avoir pleuré après ce parti-là parce que
Il était venu des journalistes, était venu mon père, bien des amis étaient rentrés dans la chambre. Là. C'était la première fois que j'étais félicité par tant de monde. Et en plus de ça, avec cette blessure-là, je n'étais plus capable de m'obtenir. Alors j'ai pleuré dans la chambre. Ça prouve peut-être que Maurice Richard était un être humain, il n'est pas insurable. Oui, je crois que je suis un être humain comme tout le monde. Il y a des gens qui ils pensent que je suis rough, mais en réalité, je ne le suis pas. Un dur au cœur tendre, il fallait le voir s'amuser avec ses enfants, sincère comme toujours. Les membres de sa famille sont sans doute les seules personnes contre lesquelles il acceptait la défaite avec le sourire. Car dans le feu de l'action, la transformation de l'homme était totale. Il devenait demi-dieu, demi-démon. Son charisme, sa fougue et son adresse soulevaient les foules, tandis que ses yeux et la furie que dégageait son regard immobilisaient de crainte ses adversaires. Je crois, moi, que Maurice Richard s'est consacré au hockey, s'est donné au hockey. Si on avait mis une montagne entre lui et Gordie Howe, Howe aurait tenté la montagne, avec difficulté, il l'aurait contournée. Maurice aurait toujours passé à travers la montagne. La ligne droite, le plus court chemin d'un point à un autre. Son désir de vaincre et l'influence qu'il donnait sur l'équipe adverse, la panique, l'affolement, en voyant Maurice Richard. Et le magnétisme du Rocket n'avait pas de frontières. Le hockey se cherchait un nom magique. Le hockey avait besoin d'une transfusion. Et évidemment, Maurice est arrivé. Et c'est lui qui non seulement a popularisé le hockey chez nous, lui a donné son deuxième envol, un souffle nouveau, mais il en a fait autant aux États-Unis et sa vogue s'est même perpétuée jusqu'en Europe. Le rendement de Maurice intrigue tous les publics. Il n'est pas le patineur le plus élégant ni le plus rapide. Il ne dispose pas non plus du tir le plus foudroyant. Il est cependant servi par une implacable détermination et par cet instinct du tueur qui lui ont permis de revendiquer tant de buts dans les situations corsées. De ses 50 buts réussis en 1944-45, il en a inscrit 43 à ses 38 premiers matchs. Après la saison, sa renommée est assurée, et ce, malgré l'ascension d'un autre grand joueur, Gordie Howe. Durant les années 50, Howe partage avec Maurice le statut de la plus grande vedette de la Ligue nationale et on ne cesse de comparer la valeur des deux joueurs. Mais quels que soient les arguments apportés par leurs supporters, on le reconnaît en plus de leur indiscutable talent de marqueur naturel, une fougue hors de l'ordinaire, ainsi qu'une inébranlable volonté de mener leur équipe respective aux grands honneurs. Les relations entre les deux hommes n'ont jamais été considérées amicales, mais il existait un respect mutuel. Maurice a connu le confort et la gloire qu'on accorde aux plus grands athlètes, mais il en a souvent payé le prix. Et avant de se montrer bon joueur au terme d'une confrontation, on pouvait être certain qu'il s'était battu à sueur et à sang avant de savourer humblement sa victoire. Bien entendu que jeune, j'ai toujours aimé la boxe. Quand je demeurais dans la paroisse Saint-Joseph de Bordeaux, j'avais des amis, on s'entraînait ensemble. Et même, je suis allé à plusieurs camps d'entraînement pour les boxeurs. J'avais pratiqué la boxe pendant plusieurs années. Ouais. Ça m'a aidé beaucoup quand j'ai débuté dans le hockey professionnel. Dans ma tête à moi, que celui qui me donne un mauvais coup, si je ne me revanche pas tout de suite, il va t'en redonner un autre. Non, il m'en donnera peut-être pas un autre, mais moi, je vais l'oublier. Avant de l'oublier, je le donnais. L'une des pires bagarres de Maurice impliquait Gordie Howe. Je me tenu d'un chiffre. Et il y a eu des bâtons élevés ce fois-là. Et la bataille a commencé entre moi et Lindsay. Mais par contre, j'étais un peu épuisé. Et je dirais pas que j'ai gagné, j'ai perdu contre Lindsay. Et Abel est venu à sa défense. Alors, je me suis pogné avec Abel. Et en troisième lieu, Gordie Howe est embarqué là-dedans. Et là, j'ai mangé une autre volée. Ça fait que c'est la pire volée que j'ai jamais mangée dans la Ligue nationale. Même c'est arrivé à quelques occasions que j'ai rencontré Ted Lindsay dans certaines réceptions. Et il venait pour me parler. Je lui disais, je ne veux pas rien savoir de toi. Je ne veux pas te parler, je ne veux pas te donner la main, même. Le directeur général, Frank Selke, a construit une véritable dynastie autour de Maurice. L'embauche de Jean Béliveau le 3 octobre 1953 constitue un jalon important d'une œuvre qui restera marquée à jamais dans l'histoire du hockey. Et une fois en uniforme, Béliveau devient un autre de ces glorieux qui fait courir les foules. Dans tous les amphithéâtres de la Ligue nationale, on est ébloui autant par la finesse et l'habileté des joueurs du Canadien que par la vitesse d'exécution et la combativité qu'ils démontrent match après match. Et là, Maurice avait quelqu'un à qui il pouvait transmettre le témoin de cette longue course à relais qu'est l'histoire du Canadien de Montréal. Pour nous, un être extraordinaire. Il nous a ouvert le chemin. Ça n'a pas dû être facile pour lui dans les années 40. Mais nous avons suivi ses traces.
et ce qui nous a permis de continuer lorsqu'on était jeune à aimer ce beau sport du hockey. Et quelques-uns d'entre nous ont été chanceux d'en devenir un coéquipier. Pour un jeune joueur qui a eu l'honneur de jouer avec lui, quel exemple, quel courage, le plaisir qu'il avait à compter des buts. Il est fort à chacune de ses présences sur la glace, la fierté de porter l'uniforme du Canadien. Il était pour nous notre leader, notre leader en geste, en façon de jouer sur la glace. Et encore une fois, ses yeux, le feu qui sortait de ses yeux à chacune de ses apparitions. On ne pourra faire autrement que de le suivre. On connaît tous les exploits de Maurice. Il y a ce match, je pense, contre Toronto, la journée qu'il avait déménagé. Il s'était présenté au Forum le samedi, il avait dit avec Irvin, je suis très fatigué, je ne sais pas quelle sorte de production je vais faire ce soir-là. Il avait compté 5 buts. Extraordinaire. En 1944, j'avais déménagé avec ma famille la veille d'une partie de hockey. Nous étions couchés peut-être vers les 2-3 heures avant de rentrer tout le ménage. Et le lendemain matin, je suis allé au meeting du club et je vais demander à notre coach, Dick Irvin, si j'étais trop fatigué pour jouer de la partie. J'ai demandé si je pouvais manquer la partie de la soir, me remplacer par un autre joueur. Vous êtes dit non? Et il me dit non. Il dit, je pense que ce soir, tu devrais faire quelque chose de bien. Il dit, peut-être qu'en étant fatigué, tu vas peut-être compter plus de buts. J'avais fini la soirée avec 5 buts et 3 assists. Le 29 octobre 1952, Maurice marque les 323e et 324e buts de sa carrière. Malgré le support de ses coéquipiers, il doit attendre pendant plusieurs jours avant de réussir contre les Blackhawks de Chicago, celui qui lui permettra de battre le record de Nell Stewart. Richard encore! Et le point! Le voilà! Et voilà le point! Le 325e but de la carrière de Richard. Maurice pose un geste symbolique. En projetant ainsi la rondelle sur la patinoire, il se libère de toute la pression qui l'accable depuis des semaines. De retour au banc, les sensations se bousculent en lui. D'abord la joie, la fierté, puis la fatigue, le soulagement, et enfin la douleur. Encore une fois, il vient de surmonter un violent coup de bâton d'un adversaire avant de déjouer le gardien. Typique. En quelques secondes, on a vu pourquoi il a été un si grand joueur. Je pense bien que le 325e, c'était le but le plus important dans le temps parce que le record avait été établi il y a plusieurs années avant, qui était 324 de Nell Stewart. Et ça m'avait pris 9 parties avant de pouvoir compter ce but-là, le 325e. En 1952, Radio-Canada commence la télédiffusion des matchs de hockey de la Ligue nationale à travers le Canada. En direct du forum, nos caméras et la voix de René Le Cavalier font partager à tous les Canadiens les exploits de Maurice. Et ces moments mémorables sont certes à l'origine d'une longue tradition. Cette année-là, les Red Wings de Détroit remportent la Coupe Stanley en 4 matchs consécutifs face aux Canadiens. Mais l'année suivante, en 1953, Maurice est déterminé à ramener ce trophée à Montréal. Sa contribution à l'équipe conduit au scénario final. Sur les prochaines images, vous le verrez presser le défenseur des Bruins de Boston qui commet une bévue durant la prolongation du 5e affrontement. Major au centre. Continue son chemin. Reçu par Major. Lac intercepte. Là, c'est bon! Voilà votre but. Lac et Richard sur la carte. Lac et Richard. Les deux là. Un lancer magnifique d'arrêt au Lac. Le Canadien remporte la Coupe Stanley pour la première fois depuis 1946, depuis 7 ans. Des scènes inoubliables. Et le moment tant attendu. La Coupe Stanley qu'on transporte au centre de la patinoire. Et aussitôt, je cède la parole à Michel Normandin. Joueurs du club canadien en prennent possession et ils l'ont bien mérité, je vous l'assure. Je me demande, nous allons frayer un passage vers Maurice Richard. Maurice Richard qui a donné la passe à Lac.
pour remporter la Coupe Stanley. Maurice? Oui, mon cher Michel, et puis je peux te dire que c'est la première fois que je suis nerveux de même. C'est la première fois depuis que je joue au hockey, je vais te le dire. À tout événement, vous l'avez gagné, la oui. Coupe Stanley, là, mon cher Maurice. Certainement, Michel, puis c'est la partie que je vais me rappeler depuis longtemps, je crois. Alors, merci de tes efforts et félicitations, mon cher Maurice. Bonsoir. Maurice n'a jamais été aussi fier que lors de cette troisième conquête de la Coupe Stanley. Tous ceux qui ont vu leur nom gravé sur ce trophée et cette bannière être suspendue au plafond du Forum lui doivent une grande partie de leur célébrité. La saison suivante, le Rocket réussit le 400e but de sa carrière et devient l'un des personnages les plus médiatisés au pays. D'un homme qui, en 1954, était un des hommes de l'année et qui était interviewé par un autre personnage indiscutable qui s'appelle Charlie 3 étoiles Maillet. Cher Maurice, en cette année qui s'achève, je crois que la première question à se poser, ce serait ta plus grande émotion ici dans le cours de 1954. Bien, c'est bien facile à répondre à cette question-là, M. Maillet. Je crois que c'est le 400e but de ma carrière. J'ai scoré dernièrement à Chicago. C'était le 18 décembre. C'était le 18 décembre, c'est ça, oui. C'était à Chicago. Et ça a été une grande émotion dans toute ta carrière. Bien, beaucoup de monde en parlait, il fallait que ce soit une grande émotion pour moi aussi. La tension nerveuse était dure hein, dans les derniers jours. La tension n'était pas aussi dure que quand je voulais atteindre le 325e but. À cette époque, seule la radio permet la production de reportages de nouvelles en direct. Mais un communicateur aussi passionné que René Lévesque parvient à transmettre l'ambiance des grands événements comme si on y était. Voilà pourquoi l'homme qui arrive en ce moment de Détroit est sans doute l'un des Canadiens, des 3 ou 4 Canadiens les plus franchement prestigieux et les plus universellement acclamés. C'est Maurice Richard. Et on lui demanderait pour Radio-Canada s'il n'aurait pas un mot à dire aussi avant que les centaines de personnes qui vous attendent en haut, là, ils vous saisissent. Vous êtes soulagé, hein? Oui, très soulagé. Je remercie beaucoup le public qui m'a encouragé pour mon 400e but, mais ça me fait beaucoup de peine de ne pas l'avoir sur à Montréal. J'espère que de 425 ou 450 sera à Montréal. Il y a des journaux qui volent en l'air et péniblement installés sur deux paires d'épaules, beaucoup moins en équilibre que sur la glace. Richard se dirige vers la sortie. 1955 marque un autre moment heureux dans la vie de Maurice. Son frère Henry le rejoint dans le vestiaire du Canadien. Un connaisseur aussi avisé que Sam Pollock pressentait que le style de jeu de Henry pouvait compléter celui de Maurice, chose que l'on savait déjà au sein de la famille Richard. Pas le même genre, pas la même manière qu'il joue, c'est pas le même jeu. Mais il aimait tellement son frère, c'était une adoration pour lui, Henry. Puis Maurice l'aimait aussi, c'est compris, ses deux petits frères, les deux derniers surtout. C'est une adoration pour lui. Les 5 dernières saisons, j'ai joué avec Henry Pidéquemore. C'est qui m'a aidé beaucoup, bien entendu, à jouer avec un joueur qui a 12-13 ans plus jeune que moi, et Henry qui a 15 ans plus jeune que moi. Je pense que ça a fini une belle carrière, surtout de jouer avec Henry. En 55-56, Maurice marque 38 buts et Henry en réussit 19 à sa première saison. Henry commente ses chiffres avec humour. Je le dis maintenant, il m'a empêché un peu de compter des buts. Parce que quand je suis monté, j'étais plus jeune, j'avais 19 ans, je jouais avec mon frère Maurice Richard, qui était l'un des grands joueurs de la Ligue nationale. Je le cherchais toujours sur la lettre pour lui passer le tour, puis j'ai perdu ma touche de compter des buts. Au camp d'entraînement de 56-57, un troisième membre de la famille Richard porte l'uniforme tricolore. Claude Richard livre quelques parties hors concours et selon Maurice, la direction du Canadien l'aurait embauché si les gradins du Forum n'avaient pas été régulièrement remplis. Malgré tout, le nom de la famille Richard apparaît 19 fois sur la Coupe Stanley, un record absolu qui sera difficile à battre par des joueurs issus d'une même famille. Ce record aurait pu être même de 20 conquêtes, n'eût été la suspension imposée à Maurice à la veille des séries de 1955. Je pense que cette suspension-là, je l'ai toujours au-dessus du cœur, puis c'est encore là dans moi. J'y pense presque tous les soirs avant de me coucher. C'est arrivé à Boston, je pense, 4 parties avant la fin de la saison, la 4e partie avant la fin. C'était, je ne me rappelle pas toute la première, la deuxième ou la troisième période. Ils avaient passé près de l'écho et il avait son bâton assez élevé. Il avait coupé à un œil. Là, j'ai parti après lui. Quand j'ai vu le sang, j'ai entendu, j'étais fâché, j'ai parti après lui. Et là, un des juges de ligne, qui était derrière moi, puis il me retenait les deux bras, par en arrière. Puis l'écho, bien entendu, il savait que je voulais le frapper, mais c'est lui
se mouillait avec ses poings sur moi et essayait de m'éloigner de lui, mais j'en ai attrapé quelques-uns. Et j'ai poussé l'arbitre à quelques occasions, la première fois, la deuxième fois. La troisième fois, mais on était près de la bande. Et encore là, le même arbitre m'avait par en arrière, puis les coups soignaient sur moi. C'est là que je me suis retourné, puis après, j'ai soigné sur les causes, j'ai soigné sur le juge de ligne. C'est là que, quelques jours après, j'avais eu une suspension du président Campbell. C'est une suspension que j'ai jamais bien aimée. Bien entendu, j'ai frappé un arbitre. Mais je pense que l'arbitre lui-même était dans le tort beaucoup plus que je l'étais, parce que c'était entendu qu'on ne prenait jamais un joueur par en arrière pour le retenir. Lui, l'arbitre n'a jamais continué d'arbitrer dans la Ligue nationale, et moi, 2 jours après, j'avais été suspendu pour les 3 dernières parties de la saison. Et tous les parties de détail, chose que je crois que n'était pas correct, parce que c'était arrivé durant une partie régulière. Je crois que les 3 dernières parties de la saison, j'ai été suspendu. J'étais d'accord là-dessus. Ça aurait été suffisant. Ça aurait été suffisant? Non, non. Je crois qu'il aurait pu me suspendre pour les parties l'année suivante, au début de la saison. Je crois que le club a perdu, moi j'ai perdu. J'ai entendu que si je joue dans les 3 dernières parties, on a une chance d'être dans les playoffs cette année-là. Je ne sais pas si je pense que le club était, oui, le club était dans les playoffs. Et on avait une chance de finir en première position. Et je pense que c'est toi qui avait gagné depuis cette partie-là qui avait fini en première position. Alors, on a perdu le championnat de la Ligue. On a perdu les détails de cette année-là. Le Canadien n'avait pas gagné pour cette année. Je crois que cette décision-là du président Campbell de me suspendre pour le playoff était pas mal injuste, d'après moi. Oui. Il avait été averti par le gérant général du Forum. Il avait été averti par le maire, puis par le chef de police de la Ville de Montréal, de ne pas se présenter à cette partie-là. Il avait répondu, je suis président, je vais être présent à la partie. Si le président n'avait pas été là, je crois qu'il n'y aurait pas eu de meute. Parce qu'il n'y aurait pas eu une bombe, qu'il n'y aurait pas eu personne qui aurait voulu s'attaquer au président. S'il avait manqué les 3 dernières parties de la saison, il n'y aurait jamais eu de meute, à la part de Maurice Richard, bien entendu. Maurice n'a pas été le seul à nourrir un sentiment de révolte à l'égard du président Campbell. Ce 17 mars 1955, jour de la Saint-Patrick, c'est tout le peuple canadien-français qui s'est senti opprimé par l'attitude équivoque de l'establishment anglais. Pour tous ces francophones partisans du Canadien de Montréal, l'émeute a constitué une affirmation de solidarité qui s'est révélée peut-être le premier indice de la Révolution tranquille qui allait formellement débuter 5 ans plus tard au Québec. Des douzaines d'arrestations ont été effectuées. Sur une distance de 3 km, la rue Sainte-Catherine a été transformée en un fleuve de verre fracassé. L'ordre a été rétabli aux environs de minuit, mais l'agence presse canadienne a décrit ce soulèvement comme ayant été le pire qu'on ait vu à Montréal depuis les émeutes anti-conscription qui avaient marqué la dernière guerre mondiale. Le lendemain, les quotidiens francophones et anglophones ont émis des opinions diamétralement opposées, ces derniers appuyant inconditionnellement la position de Clarence Campbell. Mais les milliers de francophones qui rongeaient leurs freins sous la domination anglophone au travail ont vu l'occasion ce soir-là d'exprimer leur mécontentement. On venait de poignarder leur favori, leur idole, leur symbole. Le soir de l'émeute, Maurice se réfugie dans la clinique du vestiaire, secoué et stupéfait face à une telle réaction du public. Il ne croyait jamais avoir une telle influence auprès du peuple canadien-français. Le lendemain, Maurice s'assoit à une petite table installée dans le vestiaire de l'équipe. Il lance un appel au calme en lisant à la radio un communiqué rédigé par son patron Frank Selke et traduit par Camille Desroches, relationniste du Forum. Mes chers amis, parce que je joue toujours avec tant d'ardeur et que j'ai eu du trouble à Boston, j'ai été suspendu. Je suis vraiment pénible de ne pouvoir m'aligner avec mes copains du Canadien dans les séries de détail. Je veux toutefois penser avant aux amateurs de Montréal et aux joueurs du Canadien qui sont tous mes meilleurs amis. Je viens donc demander aux amateurs de ne plus causer de troubles et je demande aussi à tous les partisans d'encourager le Canadien pour qu'il puisse l'emporter en fin de semaine contre les Rangers et le Détroit. Nous pouvons encore nous espérer le championnat. J'accepte ma punition et je reviendrai la saison prochaine
pour aider mon club et les jeunes joueurs du club à remporter la Coupe Stanley. Au début, ça ne m'avait jamais rentré dans l'idée que je représentais la race canadienne-française. Quand cette événement est arrivé, je me suis aperçu que les Canadiens français étaient réellement les Maurice Richard, les supporters de Maurice Richard. Dès l'automne suivant, la plus grande dynastie du sport professionnel se décide avec Jacques Plante, un gardien de but de style innovateur, Doug Harvey, un défenseur à caractère offensif, Tom Johnson et Jean-Guy Talbot, des arrières robustes. Et pour appuyer Harvey, un arrière solide, Bob Turner. Maurice regarde l'avenir avec optimisme. D'autant plus que son dauphin se nomme Jean Béliveau. Le Gros Bill connaît d'ailleurs une saison de rêve en 55-56, réussissant 47 buts et remportant le championnat des marqueurs de la Ligue nationale. Le Rocket n'est toutefois pas loin derrière, terminant 3e grâce à une récolte de 38 buts. La rivalité entre le Canadien et les Red Wings de Détroit atteint alors sa plus grande intensité. Les efforts de Gordie Howe et de Ted Lindsay sont toutefois contrés et le tricolore, sous la férule de l'entraîneur recru Toe Blake, inscrit la première de ses 5 conquêtes consécutives de la Coupe Stanley. Au terme des festivités, Émile Bouchard annonce qu'il prend sa retraite. Dans la plus grande tradition de l'organisation montréalaise, la direction de l'équipe transmet son titre de capitaine à Maurice Richard. Ses bras meurtris acceptent ainsi le flambeau. La saison suivante, le Canadien triomphe des Bruins de Boston, remportant l'ultime série 4-1. Lors du premier match, le Rocket inscrit 4 buts et égale un record qui appartenait à Ted Lindsay. Toujours à son meilleur quand la pression est forte, Maurice assume parfaitement son nouveau rôle de capitaine en prêchant par l'exemple. Et il soulève l'admiration du maire Jean Drapeau, un homme pourtant difficile à impressionner. Dans les 18 saisons que j'ai joué le Canadien, j'ai peut-être joué 14 ou 15 séries de la Coupe Stanley contre les Bruins de Boston, soit en semi-finale ou en finale. Et pendant 18 ans, on n'a jamais perdu dans les séries de la Coupe Stanley contre Boston. Contre Détroit, on a eu toujours des belles séries de la Coupe Stanley. Et contre Toronto, c'était la même chose pendant des années. Je pense qu'il y avait l'animosité. Il y avait plus d'animosité contre Toronto, je crois, et Montréal, que des parties qu'on joue contre Détroit ou les Bruins de Boston. Le 19 octobre 1957, Maurice devient le premier marqueur de 500 buts de l'histoire du hockey. En entrant dans la zone des Hawks de Chicago, il tire au but, mais Glenn Hall résiste. Desquimaux récupère le disque, le remet à Jean Béliveau qui exécute une passe parfaite dans l'enclave. Un tir sec et Maurice obtient son 500e but dans la Ligue nationale. Les partisans étaient prêts à souligner cet événement dont Jean Béliveau se souviendra toute sa vie. Je suis extrêmement heureux d'avoir participé à ce 500e but de Maurice. Ce sont des souvenirs, comme on dit, qui sont dans le grand livre. On ne peut pas les effacer. Maurice était pour nous, à ce moment-là, comme quand j'étais plus jeune, notre idole. J'avais l'habitude d'écouter la soirée du hockey à ce moment-là à la radio. La télévision n'est pas venue à Hutéréville avant le début des années 50. Et j'étais extrêmement heureux de me retrouver un compagnon, membre de cette équipe, et ce soir-là, d'avoir le plaisir de participer à son 500e but. Il n'y a pas de doute. Très heureux. Tout le Québec veut voir la rondelle de ce 500e but. Les réceptions organisées en l'honneur de Maurice succèdent et lorsqu'on lui présente ce trophée, il tient à le partager d'abord avec son épouse Lucie. Maurice explique comment il se sentait avant de marquer ce fameux 500e but. La tension était la journée avant la partie.